Bonjour Cécile Comics et nous nous retrouvons donc pour cette deuxième partie de l'analyse de l'évolution du style de Travis Charest. Après son départ de la série Wildcats pour laquelle il ne livrait que quelques planches par-ci par-là, Travis Charest va participer ponctuellement à différents projets, toujours dans l'univers Wildstorm, mais il va surtout se consacrer pendant presque une année à la réalisation d'un crossover historique entre les Wildcats et les X-Men, qui se compose de 4 parties correspondant à 4 époques différentes, et Travis Charest s'occupe de l'épisode du Golden Age. L'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et met en scène Wolverine et Zealot face à des nazis et aussi à des démonites, les ennemis héréditaires des Wildcats. Et dès l'introduction du récit, on peut voir à quel point Travis Charest a encore une fois élevé le niveau de son style. On y retrouve tout ce qu'on aimait dans son style des Wildcats, mais poussé au maximum, que ce soit dans les détails des textures, les reflets, les plis, la façon dont il représente chacun des gadgets, des armes, les pochettes des ceintures, tout est rendu magnifiquement, les cheveux sont particulièrement réussis et surtout les visages des personnages sont encore plus maîtrisés. Son Wolverine a vraiment une belle gueule de Clint Eastwood et sa Zealot n'a jamais été aussi réaliste et jolie. En plus de cela, Travis Charest arrive à renforcer le réalisme de son dessin grâce notamment à l'utilisation de niveaux de gris, sans doute fait en lavis de gris d'ailleurs, pour bien donner plus de volume aux muscles, pour donner aussi de la matière à tous les décors en pierre, et aussi pour pouvoir encore plus accentuer les jeux d'ombre. Non seulement c'est absolument magnifique visuellement, mais en plus ça la donne un petit côté film noir qui correspond à la période qui est décrite dans l'histoire, et cela renforce aussi considérablement l'ambiance dans de nombreuses scènes. L'autre point artistique qui m'a considérablement marqué à l'époque et m'impressionne encore aujourd'hui, c'est l'extraordinaire travail à l'ancrage. Ici, Travis Charest va énormément sculpter les formes, les visages, les décors à l'aide d'un ancrage extrêmement fin, de plein de petits traits qui vont venir composer ce volume et renforcer chacune des textures. Ça devait être un travail extrêmement long et c'est pas étonnant qu'il lui ait fallu presque une année pour faire cette quarantaine de pages. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'il ait réussi à parfaitement doser cet équilibre entre l'usage de tous ces traits très détaillés en noir et en même temps le noir et blanc. À aucun moment on a l'impression que les deux se superposent maladroitement, tout au contraire extrêmement bien équilibré. Et je pense qu'il faut vraiment regarder en détail chaque planche pour se rendre compte à quel point ça a dû être complexe de penser à ça. Bien évidemment, Travis Charest met cette minutie et cette patience au service de la représentation d'éléments technologiques. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de la science-fiction comme dans Wildcats, mais plutôt une moto sidecar, une très belle voiture de collection, et aussi ce magnifique train qui semble être représenté jusque dans ses moindres boulons. On ne peut que saluer l'artiste qui est capable de s'investir à ce point-là dans des éléments qui sont des éléments de décor ou d'accessoires, qui ont certes une fonction dans le récit, mais qui ne sont pas avant tout la mise en avant d'une pin-up, d'un personnage connu, etc. Donc ce niveau d'investissement, je trouve, est absolument impressionnant et montre à quel point il est d'un perfectionnisme assez rare aujourd'hui dans le comics. Enfin, je voulais terminer sur cet album en parlant de la composition des pages, des cases et du storytelling. J'avais évoqué le fait que dans les derniers épisodes de Wildcats qu'il avait signé, on avait parfois l'impression que, sans doute à cause des deadlines notamment, certaines pages étaient trop dépouillées, qu'il y avait des cases très travaillées qui côtoyaient des cases très vides où les personnages évoluaient sans décor. Là, en fait, sur l'ensemble de ce récit, tout est beaucoup plus maîtrisé, équilibré. Il y a toujours un élément de décor parfaitement travaillé qui vient situer l'action, et en même temps, Charest se permet aussi d'en faire abstraction pour pouvoir mettre en avant les personnages, pour pouvoir créer encore une fois une mise en scène qui peut paraître très cinématographique dans ses compositions de plans, mais qui pour autant reste très graphique dans l'équilibre qu'elle propose entre les éléments dessinés et les zones de vide. Et ce sont les scènes d'action qui bénéficient particulièrement
de ce travail d'équilibriste entre les rendus très détaillés, les zones de vide et finalement le cadrage de chacune des séquences. Il y a notamment cette page magnifique qui compte quand même pas loin de 16 cases et qui arrive à découper une action comme pourrait le faire Spielberg de manière très précise et avec un jeu sur le suspense et sur la poursuite en fait, et le rythme de la poursuite qui fonctionne parfaitement bien. Et puis juste après, on a une autre page aussi qui va montrer énormément de choses sur la résolution de ce combat motorisé, mais qui va être à la fois très dynamique et en même temps proposer visuellement quelque chose d'absolument magnifique dans le travail du gris, des différents traits en blanc qui viennent créer des effets de lumière ou d'énergie. Et notamment, il y a ce visage de Zealot dans la première case que je trouve absolument impressionnant de réalisme. Donc voilà, la preuve que l'on peut finalement avoir quelque chose d'extrêmement travaillé au niveau graphique, au niveau du dessin, au niveau de la couleur, et en même temps pouvoir proposer au lecteur une dynamique de lecture qui nous garde bien dans l'histoire. Inutile donc de vous dire que lorsque Wildstorm annonce la relance des Wildcats avec Scott Lobdell au scénario et surtout Travis Charest et Richard Friend au dessin et à l'ancrage, j'étais absolument impatient et ultra motivé pour découvrir cette série, d'autant que la première couverture qui avait été publiée pour le numéro 1 était absolument magnifique dans sa composition et dans le travail de rendu des couleurs, peut-être fait à l'acrylique d'ailleurs, par Travis Charest en couleur directe, et les designs des personnages étaient intrigants, modernisés, extrêmement réalistes aussi, et donc j'avais hâte de découvrir ça. Et effectivement, dès les premières pages du premier épisode, on n'est pas déçu, on retrouve le même degré de détail, de réalisme que dans Wildcats X-Men, avec aussi des décors magnifiques, une façon de repenser le costume de Grifter qui était vraiment super, et puis toujours un découpage très intéressant, puisque là encore, capable de proposer des images qui semblent tout droit sorties d'un film en termes de cadrage et de profondeur de champ, et en même temps d'intégrer des petites idées graphiques de mise en scène très typiques de la BD. Alors cette double page est un très bon exemple de la cohabitation entre ces deux approches. On a le côté cinématographique avec l'ultra-réalisme des armes que portent les différents soldats, et ce plan aussi qui montre Spartan être criblé de balles, avec une voiture qui est toute défoncée derrière, ses vêtements qui sont déchirés, et la façon dont justement les impacts de balles viennent tout déchiqueter est parfaitement réaliste en fait, et pourrait être exactement ce qu'on verrait dans un plan de cinéma. Et de l'autre, il y a des choix de composition avec notamment ces petites cases en haut du visage de Grifter qui est suspendu au-dessus des soldats, ou alors justement ces deux fois où il n'y a que son buste qui pend en plein milieu d'une case. Mais aussi le fait que la mallette vole après qu'il est tiré dessus, et elle semble absolument appartenir à aucune case, puisque c'est un élément qui est ni dans la case de droite ni dans la case de gauche. On a ces superpositions, et puis même la petite case tout en haut à droite où on ne voit que des onomatopées de détonation avec toutes les balles qui volent. Ça, c'est vraiment extrêmement graphique. Et je trouve que c'est assez rare en fait d'avoir des artistes qui sont capables de coller comme ça à la réalité, et en même temps de la décomposer et de proposer quelque chose qui reste vraiment purement dans le dessin. On a souvent des dessinateurs, je pense par exemple à Brian Hitch, qui vont vers du réalisme et donc qui vont opter pour des cadrages et une gestion souvent du découpage qui fait penser davantage au cinéma, ou d'autres qui vont aller davantage dans des choses beaucoup plus graphiques, déformer les structures de cases, et avoir peut-être même un style un peu plus cartoon par exemple. Là en l'occurrence c'est la fusion des deux, et j'ai pas en tête comme ça de dessinateur qui a réussi à faire ce grand écart stylistique en fait entre ces deux approches.
Alors le reste de l'épisode va être aussi très intéressant visuellement, notamment avec ce redesign du costume de Spartan et puis ce combat contre une espèce de tank mecha très impressionnant. Ce qui fait que c'est un démarrage en trombe à l'époque qui fait espérer le meilleur. Mais bien évidemment, on se doutait que le rythme mensuel n'allait pas pouvoir être tenu et que ce premier numéro avait sans doute bénéficié de beaucoup plus de temps de préparation. Donc c'est vrai que on y allait prudemment et on essayait de pas trop s'accrocher à la promesse de ce niveau de qualité sur un run assez long. L'épisode suivant était quand même d'un très haut niveau de qualité encore, avec déjà cette magnifique couverture montrant le personnage de Vaudou déguisé avec un costume de démonite. Donc là encore un travail sur les couleurs pour rendre cette peau reptilienne avec le plus de réalisme possible. Donc c'était assez incroyable, et puis en plus il y avait un peu cette ironie sur le fait que sur la double nature en fait du personnage de Vaudou. Et le reste, en fait, à l'intérieur, on retrouvait des planches très détaillées avec une Priscilla extrêmement sexy et bien rendue. Un Maul aussi qu'on découvrait dans une forme humaine beaucoup plus rachitique que ce qu'on avait l'habitude de voir. Puisque en fait il était introduit le fait que son pouvoir qui lui permettait de grandir faisait que effectivement il devenait de plus en plus bête lorsqu'il était géant, et donc à l'inverse, s'il rapétissait et s'il concentrait son organisme en un être assez fin, il devenait plus intelligent. Et ça permettait d'avoir effectivement de voir son côté scientifique et donc d'avoir encore une fois quelques décors intéressants. Mais on pouvait voir aussi que vers la fin de l'épisode, on commençait à aller de plus en plus aussi sur un découpage qui allait laisser la part belle au vide. Alors avec certes toujours des rendus de personnages extraordinaires et notamment ce plan de Priscilla avec un gros gun où le rendu des volumes de son visage, etc. et des lumières sont vraiment très très bien. Mais c'est vrai que on allait de plus en plus vers une déstructuration des pages avec un minimum de cases, avec des cases qui non seulement étaient assez vides, mais en plus étaient très espacées, et donc allaient donner de plus en plus l'impression que finalement on n'avait jamais des pages très très remplies. Et c'est une tendance qui s'est accentuée après au fur et à mesure, je pense évidemment toujours à cause des contraintes de délai et du temps que prenait un tel travail pour Travis Charest. Et c'est vrai que à passer les épisodes 3 et 4, on a commencé à le voir effectivement incapable de pouvoir produire le même niveau de qualité sur l'ensemble des numéros. Et donc très logiquement, on assistera à un passage de relais de l'artiste à d'autres artistes, comme ici sur cette double page, on voit que celle de gauche a été faite par Travis Charest et celle de droite, on devine plutôt le style de Carlos D'Anda, qui était un très bon artiste en plus de Wildstorm, mais qui a notamment aidé Jim Lee sur Divine Right, mais qui était peut-être un peu sous-estimé, alors qu'il était capable d'un très haut niveau de détail et des très bons designs de mecha. Et Travis Charest, lui, va rester bien évidemment pour faire des couvertures, pour revenir de temps en temps sur quelques pages intérieures sur cette série, mais au fur et à mesure, comme c'était le cas la première fois qu'il est passé sur Wildstorm, il va se faire de plus en plus rare sur le titre et partir vers des nouvelles choses. L'artiste enfin va livrer 8 couvertures absolument magnifiques de différentes séries. Et c'est des couvertures interconnectées, mettant à chaque fois en avant un des personnages. Donc de gauche à droite, en partant du haut, on a la série Divine Right de Jim Lee. On a ensuite la série Wildcats. Ensuite, on avait le personnage de Wetworks, on reconnaît à la peau métallique dorée. Complètement à droite, c'était une série que je connaissais pas trop qui s'appelait Phantom Guard, je crois. On avait ensuite en bas à gauche Wildcore, qui était une série dérivée de Backlash. Ensuite, on avait Rose de la série Stormwatch. On avait le personnage, dont j'ai oublié le nom, peut-être Bliss de DV8. Et enfin, la Kathleen Fairchild de Gen 13. Magnifique donc couverture qui formait un poster ensemble avec tous ces éléments technologiques interconnectés.
Alors pendant quelques temps, on n'a plus trop entendu parler de Travis Charest dans l'univers des comics, ou en tout cas chez Wildstorm, Marvel ou DC. Et ce qu'on a appris un petit peu plus tard, c'est qu'il a commencé à bosser à l'époque, donc on parle des débuts des années 2000, vers 2002 à peu près, sur un nouvel épisode de la série des Métabarons, lancé par Alexandro Jodorowsky. Donc ça a été un grand mystère, on avait vu quelques planches qui étaient sorties à l'époque et qui effectivement teasaient un travail absolument fabuleux et puis en plus qui allait parfaitement à l'artiste puisque de la science-fiction avec toute l'imagination de Jodorowsky qui ouvrait des portes absolument fabuleuses à ce que Travis Charest pouvait nous proposer. Mais en fait, on a attendu pas mal d'années, presque, je pense, un peu plus de 7 ans, pour finalement entendre que l'album, en tout cas que Travis Charest n'allait pas faire l'intégralité de l'album, que ce serait Zoran Janjetov, je crois, qui prendrait la suite, puisqu'il avait livré à peu près une trentaine de pages. Ce qui fait que, effectivement, que ce soit pour les humanoïdes ou pour Jodorowsky, c'était pas vraiment acceptable. Et alors donc l'album est sorti finalement, on peut voir les planches de Travis Charest à l'intérieur, elles sont vraiment de toute beauté. Alors effectivement ça contraste beaucoup avec le style de Jean Jetov qui est vraiment, j'espère que je ne massacre pas trop son nom d'ailleurs, désolé si c'est le cas, qui est quand même un petit peu différent. Et on imagine qu'effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir l'intégralité de l'album dessiné par Travis Charest. Cela étant dit, il reste quand même les pages produites et qui sont vraiment, vraiment magnifiques avec, encore une fois, tout ce qui faisait la force du style de Travis Charest à l'époque. Donc avec à la fois ses compositions très graphiques, ce travail sur les couleurs qui est là vraiment et de toute beauté. Et puis, encore une fois, un hyper-réalisme, un sens du design, de la technologie sublime. Donc voilà, donc ça montrait encore une fois que son niveau avait augmenté, qu'il était capable avec beaucoup de temps malheureusement de livrer des choses absolument somptueuses et des véritables œuvres d'art à chaque page, mais qu'effectivement adapté aux contraintes économiques et temporelles de la bande dessinée même franco-belge, c'était pas possible de concilier à la fois le temps qu'il lui fallait pour produire ce type de planche et les impératifs de sortie et commerciaux. Mais il y a quand même un autre revers de médaille à ce perfectionnisme, à ce sens du détail, à cette qualité graphique. C'est le fait que cela oriente aussi les pages de bande dessinée vers un ensemble de vignettes très belles, indéniablement, parfaitement exécutées, d'une très haute technicité, mais un ensemble de vignettes dont finalement la narration pâtit un petit peu, tout simplement parce qu'elle ne possède pas forcément une énergie qui va les lier. Parce que l'ancrage est d'une grande finesse, on ne peut pas s'appuyer sur le trait justement, comme font certains dessinateurs et encreurs, l'épaisseur du trait, les effets d'ancrage qui vont apporter cette énergie. Parce que aussi chacune des cases en elle-même est une vignette parfaitement gérée, équilibrée, alors on n'a pas forcément à chaque fois une composition de page qui va faire que ces vignettes vont se mêler, s'entrechoquer, bref créer une sorte de dynamique les unes avec les autres qui vont créer du mouvement. Là on a une succession d'images qui sont graphiquement composées mais un peu statiques, dans lesquelles le mouvement est parfaitement bien rendu individuellement, mais où on ne sent pas forcément une narration, un enchaînement. Et donc c'était déjà le cas un petit peu dans Wildcats, où on avait des combats de Zealot par exemple, où on voyait que les mouvements étaient extrêmement bien reproduits, mais on n'avait pas pour autant la sensation d'être embarqué dans le combat, de suivre la vitesse d'exécution, les impacts, etc. Et là je trouve que sur ces pages du Métabaron, le fait que le travail soit aussi précis lui donne un petit côté encore plus figé, et c'est quelque chose qui peut laisser aussi en dehors certains lecteurs qui certes pourront saluer la prouesse technique en fait et la qualité indéniable du dessin de l'artiste, mais pour autant ne vont pas se laisser transporter par la narration, par le storytelling visuel.
Après cela, j'ai eu le plaisir de découvrir que Travis Charest publiait sur son site, que je vous invite à aller visiter, une espèce de strip qui s'appelle Space Girl, euh, qui est constitué à chaque fois, en fait, qui a une histoire avec quand même quelques ellipses, qui est constitué à chaque fois d'une vignette. Il a publié, enfin on va dire comme 2 saisons, et il y a à peu près un peu plus de 80-90 vignettes, je crois. C'est entièrement disponible sur son site, ça a été sorti après en édition papier, mais c'est ultra dur à trouver, et c'est vrai que je me souviens, pour l'avoir vu en comic shop à l'époque, c'était un peu cher quand même par rapport au nombre de pages. En revanche, c'est extrêmement beau, c'est en noir et blanc, à part de temps en temps quelques cases qui sont en couleur directe, et qui sont encore une fois magnifiques. Je peux pas dire que l'histoire elle m'est totalement marquée, en revanche visuellement c'est encore une tuerie, et ce qui est très intéressant, c'est que le dessin a un côté beaucoup plus brut, beaucoup plus spontané, extrêmement travaillé, ça indéniablement. C'est encore d'une beauté dingue en termes de design, de détails. Et pourtant, il y a vraiment une patte qui fait finalement presque, je vais pas dire sketch, mais dessin fait à l'arrache. Et c'est assez impressionnant finalement de voir l'artiste dans ce mode d'expression plus direct. Et voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, parce que chaque image est un petit modèle de composition et de dessin. Et j'aimerais vraiment en fait retrouver un jour Travis Charest sur ce type de travail dont le style était finalement vraiment vraiment très intéressant. Et enfin, ce que je trouve intéressant aussi dans Space Girl, c'est que dans les dernières vignettes, on a l'impression qu'il y a un petit changement de style dans l'ancrage. Là où avant on avait vraiment l'impression que tout était ancré au feutre technique, on va dire, pour le dessin, là ça donne l'impression vraiment que Travis Charest est passé à un ancrage numérique, avec des brushes qui sont peut-être un petit peu plus épais, ou en tout cas une technique d'ancrage un petit peu différente. Et on retrouve quand même pas mal de détails, mais ce n'est pas aussi fin et précis finalement que ça l'était avant. Là, le coup de pinceau, on va dire, paraît un petit peu plus épais. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve sur certaines couvertures qu'il a pu faire chez DC récemment, et aussi dans The Ambassadors, en tout cas dans les premières images qu'on peut voir en preview, où notamment on le voit, la façon dont il décrit Paris, et c'est extrêmement précis, encore une fois, c'est très réaliste dans la dépiction de la ville, des décors, etc. Mais il y a ce petit changement en fait dans l'épaisseur de traits, même parfois dans les designs de visage, qui m'interpelle et qui me fait penser au style de dessin de Joel Jones que vous avez peut-être vu sur Catwoman. Voilà, mais j'attends de lire ce comics pour voir un petit peu si ce changement me perturbe aussi, au contraire. Il m'apparaît comme une nouvelle étape d'évolution et encore une augmentation de la qualité par Travis Charest. Dans tous les cas, c'est un artiste que je ne peux que vous inviter grandement à découvrir, car vraiment il a un style assez atypique. Je pense qu'il a inspiré pas mal de monde, même si son style est évidemment très difficile à copier compte tenu de la qualité. Mais je pense notamment à Dustin Weaver, qui a travaillé sur Shield, sur quelques épisodes d'Avengers, et puis qui sort chez Image cette magnifique série anthologique qui s'appelle Packlist, dont je parlerai un jour aussi quand ce sera sorti en édition collectée. Donc voilà, il y a quelques similitudes. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, même si son travail est difficile à retrouver aujourd'hui, notamment tout ce qu'il a fait sur Wildcats, mais voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil, et vous allez voir que ça va vous exploser les mirettes, tellement que le talent de cet homme est assez incroyable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je peux vous dire que les prochaines vidéos ne porteront pas forcément sur un comics en particulier, mais plutôt sur des techniques de storytelling. Et je remercie d'ailleurs Matador, avec qui j'ai échangé sur YouTube, qui m'a donné l'idée du premier sujet, qui sera le dynamisme. J'essaierai de vous y proposer une petite analyse des différentes techniques qu'utilise tel ou tel artiste pour traduire la vitesse, le mouvement, l'impact, etc. dans ses dessins. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et tout votre soutien à cette petite chaîne, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci, prenez soin de vous, ciao.